petites tentacules. Aujourd'hui, chose promise, chose due, on va enfin attaquer la critique de Bloodlust. Pourquoi aussi tard pour un truc que je vous ai déjà sous-entendu plein de fois que c'était une tuerie? Tout simplement parce que ça fait 4 ans que tous les geeks qui suivent cette gamme attendent la sortie de ce qui devait s'appeler Secret, qui va s'appeler Silence, sur l'autre partie du background, à savoir le dessous de l'iceberg, les secrets du monde, le metagaming. Voilà, sorti de ça, on s'en fout, on va commencer à vous parler de Bloodlust. Alors, Bloodlust, qu'est-ce que c'est? Pour une fois, j'ai frôlé le travail. Voilà, j'ai un plan à suivre. Donc on va gentiment suivre le plan. Je me suis pas cassé le cul 10 minutes pour rien. Alors, la thématique, c'est un monde très violent, très politisé, avec vraiment beaucoup de magouilles politiques, de jeux d'influence, trahison et autres vacheries. Hop, on va essayer de pas faire de la pub pour de la bière. Hop. Ni vu ni connu, je suis pas sponsor. Alors, vous imaginez c'est quoi? On est beaucoup plus sur Conan le Barbare que Bilbo le Hobby et ses potes. Déjà, c'est un monde où il y a grosso modo que des humains, à 2-3 petites exceptions près, on reviendra dessus. Extrêmement violent, extrêmement sexué. Bon, ils mettent ça interdit, déconseillé aux moins de 18 ans, blabla, pour public averti. Ouais, je pense que les gamins de 16 ans, ils peuvent y jouer. Bon, ils risquent un peu de tomber dans un cliché d'INS, viol, tue, puis co, mais bon. Voilà, laissez faire les jeunes, ils passeront complètement à côté de l'intérêt du jeu. Voire, je vais arrêter de prendre les ados pour des cons, peut-être qu'ils joueront très bien et que des vieux vont faire de la merde. Je digresse, on s'en fout. Donc qu'est-ce que vous jouez à Bloodlust? Vous jouez un couple, pas un couple homme-femme, non, vous jouez un couple humain, arme-dieu. C'est quoi arme-dieu? En gros, c'est une épée magique, seulement vous êtes habitué aux films d'Heroic Fantasy, ou aux jeux, ou une arme magique, c'est un outil qui vous donne des pouvoirs à la con, je pense à Excalibur par exemple. C'est absolument pas ça dans Bloodlust. Votre arme dieu, a une personnalité, une très forte personnalité, a souvent beaucoup plus de personnalité qu'un humain. Voilà. Donc faut tout de suite vous mettre dans la tête, vous jouez deux personnages. Il y en a un qui est fait de chair, d'os et de sang, c'est votre humain. Et il y en a un qui est fait de métal, c'est votre dieu. Et voilà. Et vous jouez le couple agencé, sachant que votre humain risque souvent de changer. C'est un monde violent, donc ce qu'on appelle le porteur de l'arme. Si vous jouez comme des veaux, vous allez souvent changer de porteur, parce que les porteurs sont mortels. Je dis que les armes dieux sont par définition des dieux, donc ils sont éternels, immortels, et tutti quanti. Pareil, à 2-3 exceptions près, mais là on s'en contrefou, vous verrez en jouant. Surtout que c'est vraiment des exceptions qui risquent de pas vous concerner si vous jouez pas dans le metagame, donc rien à foutre. La forme, comme vous l'avez vu, Bloodlust, le livre de base, est un pavé, à dimension biblique. Un nombre de pages précis, 416. Voilà, 416 pour 40 €. Bon, ça vous fait du 10 € les 100 pages, ce qui dans l'univers du jeu de rôle est quand même un bon rendement. Il y a quelques fautes d'orthographe, je vous avoue, moi je les ai pas vues parce que je suis un teubé de l'orthographe, mais bon, ça a quand même souvent été signalé. Les dessins on aime ou on n'aime pas, bon moi j'avoue il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas. Si on compare à l'ancienne édition, forcément c'est plus moche, il n'y a pas Frazetta, non mais bon, après bon, tant pis, il ne faut peut-être pas se payer des super illustrateurs cotés mondialement. On continue avec les bonus, si quand même, le format A5, notez. On peut décrier le format 5, mais par exemple, quand vous voyagez, le format 5, c'est bien. C'est avec, voilà, t'embarques ça, et puis les deux petits suppléments à la con, là. Et puis t'as toute la gamme qui est sortie. Si je veux partir en voyage avec ma gamme de Dark Heresy, c'est juste pas possible. Même chose avec ADD, si on veut garder du jeu de la même thématique, allez partir en voyage avec votre ADD et ses suppléments, non, vous pouvez pas, vous consacrez vos 30 kilos de voyage pour l'avion, rien qu'à ADD. Donc je sais que le format A5, John Doe est souvent décrié, c'est une histoire de goût, et d'un point de vue pratique, John Doe 1, le reste du monde 0. Voilà, moi j'ai que ça à dire. Les bonus, c'est pareil, alors là-dessus, John Doe sont pas foutus notre gueule, depuis 4 ans que ça sort. Il y a ce qu'on appelle le Chagar enchaîné.
gratos, dispo sur internet. Alors là ils en sont genre au 85, 87, voilà, si je dis pas de conneries, si on n'est pas au 80. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est du supplément gratos, téléchargeable, qui couvre des tas, mais des tas de sujets, de la magouille politique aux descriptions de certaines familles, certaines cités, à des questions beaucoup plus générales du genre comment on fait avec le poil sur Tanieris. Tanieris, c'est le nom de votre continent sur votre monde. Pardon. Les joueurs vont penser que c'est le nom du monde, c'est le nom de votre continent. Et voilà, les coupes de cheveux dans les différentes cultures. Donc ça ratisse très très large. Et c'est selon moi, ouais, vraiment des très très bons suppléments sympas. J'ai préféré les suppléments gratos sur internet que les suppléments payants papier. Donc c'est pas du foutage de gueule, hein. Ils nous font pas un truc genre torcher avec les pieds. Le Chagar, c'est vraiment sympa, c'est fun et c'est plein de sujets funny. Ensuite, bah, les extensions, vous venez de les voir. Donc vous avez l'extension number one, hop là, avec l'écran, hop là. Bon, puis dedans, bah, vous avez les errata, du bordel et puis du scénar. Et là, bah, c'est le numéro 2, il n'y a pas d'écran. Et dedans, bah, on a surtout du scénar et quelques articles un peu que je trouve très passables en fait, hein, qui sont selon moi au niveau des Chagar bof. Donc, bon. Après tout ça c'est vraiment goût et couleur. Certains articles sont intéressants, hein, d'autres perso je les passe à la poubelle, hein. Motivation 2.0, rien à foutre. Voilà, l'article comment voyager, j'aurais même des critiques à faire qu'il est moyen réaliste et que perso je le passe à la poubelle direct. Un article Matana et sa région, c'est sympa, petit descriptif de région sympathique, où forcément après hein, il y a une aventure dedans. Et l'article les 1000 tribus Gadar, c'est pour MJ en manque d'inspiration, hein, donc on n'arrête pas de vous expliquer qu'il y a des peuples qui sont très 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 diversifiés, hein, on vous répète plein de fois. Et là c'est des tables aléatoires pour vous chier des tribus de ces peuples en 3 jets de dés. Voilà. Un peu pour MJ en manque d'inspiration, hein. Perso ce genre d'article, ça m'a rappelé les tables de Monstre Errant, donc rien à foutre. Donc voilà, tout le mal que j'ai à dire sur la gamme produit, c'est là-dessus, au sens où c'est tellement bon qu'au final on attend tellement secret que ouais, ils sont sympas, hein, mais c'est des bouche-trous, c'est des amuse-gueules en attendant la suite, l'autre gros truc. Le 1 étant bien sûr plus ou moins indispensable pour avoir l'écran. Alors écran côté MJ, blabla habituel, hein, on a toutes les tables, il y a relativement toutes les tables, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Et l'écran côté joueur avec une jolie illustration. Bon, qui m'a valu pas mal de débats avec des potes qui sont pas mal habitués à la première. Alors forcément, ah mais il est moche, l'écran première édition il est plus joli. Bah oui, l'écran première édition c'est Rosetta. Alors oui, il est plus joli, hein, forcément. Alors si vraiment t'as un vieux de la vieille qui te fait chier à casser les couilles, tu prends ton écran première édition, tu le montres à tes joueurs, et tu te gardes les tables pour l'édition métal pour ta gueule. Voilà. Alors justement, l'édition métal, le système... Qu'est-ce qu'on a à en dire? Je vais pas trop m'étendre dessus parce qu'au final c'est pas ce qui m'intéresse le plus, hein. C'est un système dit ouvert et narratif. Oui et non. C'est un système qui a quand même des sacrées possibilités de cheatage. Donc on va pas retomber dans la guéguerre, est-ce que vous êtes des ludistes ou est-ce que vous êtes des narratifs, hein. De toute façon, dans jeu de rôle, il y a jeu et il y a rôle. Voilà. Il y a jeu et il y a rôle, il y a les deux en fait. Donc arrêtez de nous faire chier, c'est un mélange des deux. Voilà, des bonnes règles qui permettent de faire vivre un bon univers. Et puis des joueurs qui sont plus ou moins dans le narratif en fonction de leur envie. Voilà, tout simplement. Arrêtez votre guéguerre à 2,50 francs les rôlistes, quoi. Ça rappelle les guéguerres ADD JRTM 2 claques, quoi. Voilà. Surtout que bon, l'époque du pétage de couilles JRTM, c'est fini depuis longtemps. Et bien sûr que maintenant tous les jeux ont des systèmes qui sont plus ou moins adaptés à leur background, plus ou moins adaptés à l'ambiance censée être générée. Donc voilà, après l'aspect narratif des choses, c'est en fonction des tables. Tout simplement. Et j'oserais presque dire la même chose pour le système de jeu, qui est assez novateur, assez inhabituel, qui risque de faire perdre les rôlistes justement, qui sont habitués à des créations de persos un peu standards, qu'on retrouve quand même, on a un peu les mêmes concepts dans tous les jeux, hein. Bien sûr des exceptions, alors on ne va pas me faire chier dans les commentaires avec ces exceptions, on a évidemment des exceptions. Mais en gros, moi ça m'a fait penser à du Bimbo beaucoup plus complexe. Voilà, d'ailleurs Bimbo, système narratif plus, hein. Après, justement, il est tellement un peu plus complexe qu'il ouvre vraiment beaucoup de portes pour une ludisation des choses.
Et si vous avez un cheater à votre table, MJ, vous avez intérêt de vous les taper et puis bien les bosser les règles. Parce que si le joueur il est malin, il va vous défoncer les dents de tous vos PNJ hein, si c'est cheaté. Donc j'oserais dire, MJ déjà, avant de faire jouer quoi que ce soit, tu te fais 2-3 petites parties tout seul dans ton coin avec des combats, où t'as tes fiches, tu t'emmerdes, mais pour pouvoir bien prendre le système en main. Parce que sous une apparence très simple, il y a plein de petits rouages complexes, il y a plein de mises en situation complexes, et qui plus est, ils ont laissé pas mal de liberté d'interprétation des règles OMJ, ce qui a valu d'ailleurs certaines critiques pas très sympathiques sur le système du jeu, que je comprends, parce qu'effectivement, ça nous laisse beaucoup de liberté. Donc les gens un peu trop habitués au carcan bien rigide, là ils ont été tout paumés, ils ont fait le système il est pourri, je comprends pas. C'est pas ma faute si t'es con, hein, voilà, bruti. Tu lis plusieurs fois, puis t'as vraiment pas compris, je pars, passe ton bac. Bon, j'exagère, j'ai lu certaines critiques qui étaient des critiques de parfaits connards, hein, voilà, faut le dire, où ils crachaient sur le système, que c'était pas assez dirigiste. De toute façon, ami MJ, tu es le MJ, tu achètes le bouquin, tu fais ce que tu veux. Il est évident que moi, en tant qu'MJ, il y a des options que je dégage, il y a des règles que je change pour ma table et en fonction de l'ambiance que moi j'ai envie de donner. On en revient aux bases Cassius Belli il y a 20 ans. Vous avez la main mise sur votre jeu. C'est pas très compliqué. Donc bon, se plaindre des règles, j'ai un peu l'impression que c'est du foutage de gueule parce que t'as le droit d'en faire ce que tu veux. Voilà. Après, évidemment, si tu réécris toutes les règles, je suis sûr que tu peux jouer avec le basic system. Hein. Enfin bon, je dérape, là on est vraiment dans un truc geeko-geek, quoi. Spécial rôliste. Enfin, donc quand même un système qui est à la fois très souple et qui peut perdre pas mal de vieux briscards, sachant que les nouveaux joueurs justement vont en rester sur le palier 1, parce que bon, on crache sur les règles, ils ont quand même l'intelligence de faire, si vous voulez, plusieurs paliers de règles. La version super simple d'initiation pour nouveaux joueurs et nouveaux MJ, et puis la version, ce qu'ils appellent métal brossé, avec plein d'options en plus, plein de... Bon, perso, je trouverais ça dommage, pour ma table, hein, ça ne concerne que moi, de jouer sans pas mal d'options du système brossé, parce que c'est là qu'on commence à toucher la subtilité, la profondeur du truc, où effectivement, va falloir savoir à la fois gratter la situation, les bonus, on va vraiment avoir besoin de se représenter qu'est-ce qui se passe, donc on se fait nos films dans nos têtes, hein, ni plus ni moins, avec un petit côté, il y aura des joueurs qui vont vous gratter tiens, je prends tel bonus, avec tel aspect, avec tel machin, pour faire des scores de malade. À savoir, MJ, c'est aussi à vous de vous adapter. Si vos joueurs cheat à mort, cheatez autant, c'est pas très compliqué. Voilà. Donc le plus sympa, c'est que moi je trouve que c'est un bon système pour initier en fait des nouveaux joueurs qui ne sont pas forcément familiarisés avec le jeu de rôle. Parce qu'il y a des trucs vraiment qui coulent de source, surtout si on reste au niveau de base du système. Les moins, c'est qu'effectivement, on l'a bien vu sur les critiques du web, il y a des vieux qui vont gueuler, il y a des gens qui vont pas comprendre, il y a toujours des pas contents, surtout dans notre belle communauté de rôlistes. Hein. Putain, on est quand même des intégristes un petit peu. Enfin, arrivons sur ce qui est intéressant, le background. Parce que là, effectivement, si tu achètes un jeu et que tu refais tout le background, tu as envie de te dire, on m'a entubé, on m'a enfumé, on m'a vendu un demi-jeu. Voilà. On n'achète pas un système de règles quand on achète un jeu de rôle. On achète un monde imaginaire qui a déjà été censé penser, travailler, qui est censé avoir une cohérence interne. Petite pensée à ADD, hein, cohérence interne ADD. Cohérence interne, ouais, on s'en fout. Donc, comment vous dire simplement, le background simple, à savoir ça, hein, sans la version metagaming des secrets, est béton de sa mère. Avec plein de descriptifs des régions, des peuples. Moi j'ai trouvé ça mais super immersif. Ça m'a fait penser par exemple au LCO, j'ai fait une petite critique dessus, à tout le côté un peu encyclopédique des LCO. Mais je le trouve agréable à lire, même si beaucoup de gens ont ruiné, ouais c'est pas assez narratif, ça veut faire narratif mais ça fait trop encyclopédie. Ouais mais enfin bon, vous avez 300 pages sur le background, il y a un moment... Ouais, c'est une encyclopédie à bouffer, hein. Je dis pas que c'est facile, 300 pages de background à s'enquiller, ouais, c'est du sport. Mais on est rôliste, on l'est pas, hein. Si ça vous fait chier de lire le background, je sais pas, faites votre jeu, jouez à brouette et dans le jardin, hein. Facile. Alors on arrive sur les peuples, le truc un peu plus intéressant, je vais consacrer un tout petit peu de temps aux peuples et aux factions des armes dieux. Donc les peuples, hein, c'est en gros les pays, les nations, c'est un peu même plus complexe que ça, il y a des peuples qui n'ont pas de pays. Alors dans l'ordre, on va vous parler des Batranobans.
Alors, très cliché, c'est les Arabes. Voilà. Ils ont la main mise sur ce qu'on appelle l'épice. À savoir, dans Bloodlust, on est sur un truc très low magie. À part vos armes dieux qui ont des putains de capacités magiques à niaquer du monde, la magie est excessivement rare. Et le seul point magique que vos joueurs vont à peu près connaître, c'est justement les épices qui sont connues au niveau du continent entier. L'épice, c'est une espèce de plante magique qui doit être travaillée par des alchimistes. C'est un truc super complexe, hein. Tu vas pas t'amuser à faire la cueillette d'épices tout seul, sinon ça va te exploser à la tronche, au sens littéral. Et c'est les Batranovans, justement, qui possèdent la science de l'épice et le monopole du commerce de l'épice. Donc autant vous dire que les Batranovans, ils pèsent au niveau politique mondial, enfin, au niveau de la politique du continent, parce qu'ils ont le monopole sur une des ressources les plus... la ressource majeure du monde. Voilà. D'ailleurs, heureusement qu'ils s'engueulent un peu trop entre eux. Gros aspect politique chez les Batranovans, et puis coup de pute en interne, parce qu'ils ont vraiment du potentiel pour conquérir tout le continent. Ensuite, on a les Dérigions. Voilà, alors, tout de suite, je vous arrête. Moi, je vais dire Dérigons, parce que Dérigions, ça me fait chier. Et comme je vous le disais avant, c'est vous les MJ. Donc, les Dérigons, et fuck. En gros, c'est les nobles les nobles décadents. Voilà. On n'est pas très loin des Ménibonéens. Partout, de puterie, voilà. Après, il y a vraiment l'aspect, c'est eux l'ancien empire. Donc avant, c'était eux les boss du continent. Ni plus ni moins. Et l'histoire du continent fait que ça s'est réduit à une petite peau de chagrin, mais non, bon, ils ont un petit royaume au milieu. Et c'est eux qui ont Pôle, la capitale en gros du continent, la plus grosse ville, qui est en fait une ancienne ville elfique. Ouais, je vous ai dit que c'est un jeu où il y avait que des humains. À l'heure actuelle, il n'y a que des humains. Avant, il y a eu beaucoup d'autres choses. Mais à l'heure où vous jouez, il n'y a plus que des humains. Et je vous en dirai pas plus, pas parce que je veux pas spoiler, tout simplement parce que je suis un gros MJ frustré qui n'a pas encore eu accès à ce putain de livre de secret. Et on n'en sait pas plus. Voilà, les elfes bottaient le cul à tout le monde. Et ils ont disparu du jour au lendemain. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qu'ils ont magouillé. Est-ce qu'ils vont s'en tenir à l'ancienne explication, qui était à mon avis vraiment une des grosses faiblesses de l'ancien Bloodlust. Les elfes ils ont disparu parce qu'ils ont tous été homosexuels, ils ont arrêté de se reproduire. What the fuck? Ou est-ce qu'ils vont nous faire un truc plus subtil comme, bon, j'ai toujours demandé pour ça, toi, les elfes, en fait, ils sont pas vraiment disparus, ils ont fait un truc spatio-temporel, où ils ont compris un des gros problèmes du monde, pour ceux qui savaient jouer au 1. Enfin voilà, on vous attend au tournant sur les elfes. Et donc les Dérigons, ils habitent l'ancienne capitale elfique, qui s'appelle Pôle, et ça magouille politiquement dans tous les sens. C'est des bons gros enculés, des bons gros magouilleurs, qui aiment bien l'esclavage. À savoir qu'au niveau du cycle de la politique d'Érigon, pour une fois, on a un empereur qui coule, on a un empereur qui est vraiment progressiste, et si vous voulez jouer des scénars politiques, ça peut être vraiment sympa, parce que c'est pas du tout un bisounours, quoi, mais il est progressiste, il est pas là pour enculer tout le monde, lui il aimerait bien en fait que l'humanité avance dans le bon sens. Donc plutôt sympa en fait, les Dérigons, surtout au moment où vous prenez le jeu, parce que on n'est pas que dans le cliché, ouais, les Dérigons c'est des enculés. Ouais, la majeure partie des nobles d'Érigons, c'est des enculés. Mais il n'y a pas que de ça. Et l'espoir du continent peut bien venir de l'empereur, justement. Les Gadars. Si on doit faire un cliché, les Gadars, c'est les Noirs sauvages. Si on doit déplacer le cliché, c'est les Noirs sauvages avec une petite pointe asifiante. Savoir, par exemple, leur tenue de combat, c'est des samouraïs en bambou. C'est assez fun pour certains. Après, il faut savoir que les Gadars, c'est justement un peuple excessivement éclaté. Que d'un point de vue extérieur, tout le monde dit c'est les Gadars parce que ouais, ils sont tous noirs. Voilà, c'est un monde très raciste. Faut être clair, le racisme est assumé dans Bloodlust. Voilà, si vous n'êtes pas raciste, vous jouez un des rares progressistes du monde. Le racisme n'est pas encouragé, c'est juste qu'il est très présent dans le monde. Et en fait, c'est des tas de peuplades qui sont très séparées, qui sont sûrement d'ailleurs les humains les plus à l'origine de ce monde, qui ont un lien à ce qu'on appelle au père, donc d'anciennes créatures magiques, mais bon là on arrive dans les secrets du monde, mais c'est quand même un point très important, et entre autres les Gadars sont les seuls qui peuvent avoir accès à une forme de magie mineure, qui semble plus être un truc lié à la génétique, même si personne dans ce monde est capable d'avoir le concept de génétique, et ils sont capables en fait de revenir aux secrets de leurs ancêtres. Voilà, on appelle ça des souvenants.
Et en fait, ils ont non pas des souvenirs de leur vie antérieure, ils ont des souvenirs de ce qu'ont vécu leurs ancêtres. Donc ça peut être assez intéressant. Et en termes de moteur pour des parties, c'est assez monstrueux. Après, ce qui est chiant, c'est qu'effectivement, c'est un super moteur pour du metagaming. Et limite de jeu, hein, le gros point noir sur lequel je critique Bloodlust, c'est que bah, ça fait 4 ans qu'on attend le livre des secrets. Donc là-dessus, ils sont un peu chiants, le jeu de nous, quand même. Donc les Gadars, d'ailleurs, les Gadars, on a un tout petit filet. Hein, les seuls vrais magiciens du continent se trouvent chez les Gadars. Et vous n'avez évidemment pas une pointe de bite de règle pour faire quoi que ce soit avec. De toute façon, entre sorcier et arme-dieu, c'est incompatible. Donc vous jouez des porteurs d'armes et c'est vachement plus cheaté que des sorciers. Donc venez pas chouiner, en fait, on a la règle sur les sorciers, vous voudriez pas en jouer. Ni plus ni moins. Il y a quelques trucs qui sont donnés pour les MJ, hein, mais voilà. Les Piorades. Alors là, c'est facile. Viking plus Conan moins bateau. Voilà. Les Piorades ne supportent pas la flotte. On sait qu'ils viennent d'ailleurs que Daenerys. Donc éventuellement, hein, il y a d'autres continents. Ça, c'est sûr. Et les Piorades viennent d'un de ces autres continents. Voilà. Alors après, il y a plusieurs trucs qui sont un peu distillés à gauche et à droite. Pistes, fausses pistes. Donc de toute façon, pour l'instant, on n'en sait rien. Donc pour l'instant, je vais fermer ma gueule et j'attends secret. Ouais, vous sentez la frustration, le nombre de fois où je parle de secret. Mais c'est le défaut du jeu. Hein, il y a des petits mystères qui nous sont légèrement dévoilés dans Bloodlust. Enfin, on a le côté mystérieux des choses. Et on n'a pas les réponses et ça fait un moment qu'on les attend. Donc on peut jouer des super aventures si on reste à la surface du monde. Si vous voulez un truc un peu plus béton, soit vous l'inventez, soit vous attendez la sortie de secret qui devrait plus ou moins arriver ce mois de septembre 2016. Voilà. Pourquoi je m'excite un peu. Ensuite, passons les Piorades, qui sont vraiment des archétypes de gros veaux à la Viking, mode Conan. En fait, ils sont un peu plus subtils que ça. C'est un peuple qui a des côtés assez sympas. Et les joueurs aiment souvent bien les Piorades. Hein. C'est fun, les Piorades. Ils ont des chevaux carnivores, bien brutasses, ils sont fun. Ils sont fun, mais ils sont pas sympas, hein, en fait. Ils sont quand même bien mâches d'armes dans ta gueule. Si on en vient sur les vrais gentils, les Tunks, les Tunks qui sont gentils, tu prends un truc genre culture mongole avec culture indienne et splash, tu les balances tout au nord, alors que les pirates sont vraiment dans le nord, donc on a déjà l'aspect viking, on a les pieds dans la neige. Leur ennemi héréditaire, c'est les Tunks qui sont encore plus au nord. Et pareil, c'est apparemment un vieux peuple qui dispose de pas mal de secrets, mais on n'en a pas une bride, hein, donc c'est ça qui est chiant, quoi, en fait. Et quoi dire d'autre, ils sont assez funny. Après, au niveau de toute la game, hein, même en comptant les Chaggars, à mon sens, c'est un peuple, on ne sait pas assez sur lui. Donc je pense qu'on va en savoir un peu plus dans ce secret. Et si vous avez un PJ Tunk, faut l'extraire de chez lui. Et c'est relativement difficile d'aller faire jouer chez les Tunks. Ou alors, vraiment, on fait jouer sur un petit campement, voilà, par exemple, on sait qu'ils ont une ville antique à l'extrémité du continent, au nord du nord du nord, et t'es pas Tunk, t'as pas le droit d'y être. Enfin, les Tunks n'étant pas des racistes, eux ont tout un mode d'adoption culturelle d'un non-Tunk. Ça prend un peu de temps, hein, faut adopter les valeurs Tunk, faut vivre avec les Tunks. Il y a moyen de faire aller en fait vos joueurs dans la capitale des Tunks, qui est la seule ville réelle en pierre et tout ça. Après, ce qui est chiant, c'est que on a quelques petites lignes dessus en tant qu'MJ, on sent que c'est mystérieux et on sait pas plus. Donc voilà, en fait, vous irez pas, sauf si votre MJ a envie de broder, ou risque effectivement de mettre secret à la poubelle. On continue avec les Vorosions. Les Vorosions, alors ça c'est du noble neutre loyal, hein. La loi, la loi, la loi. Des putains de psychorigides. Avant c'était des larbins, des dérigons. Et ils en ont eu marre, hein, tous ces politiciens véreux, ces familles de nobles corrompus. Ils ont zigouillé les dérigons chez eux, puis sont devenus un pays indépendant. Donc c'est un peu le pays qui monte. Ouais, après on sent qu'il y a des magouilles politiques, des armes-dieux derrière, et que ça sent bien la grosse magouille politique, et que les dérigons sont bien fait enfoncer par les Vorosions, sûrement pour des sous-magouilles des armes-dieux là-bas derrière. Mais comme d'hab, on n'a pas secret et on ne connaît pas le fin mot de l'histoire. Bon, là je me frustre. Hein. L'intérêt aussi de cette que ce soit compartimenté, c'est que ça, c'est quasiment entièrement lisible par vos joueurs. Ça c'est cool.
Voilà, vous leur lâchez, hop, allez-y les joueurs. Il y a un petit scénar à la fin, de toute façon, vu qu'il est pourri, vous en foutez, hein. C'est vraiment le scénar à jouer genre en conve avec des PNJ pré-tirés, histoire de pas perdre du temps, hein. Mais si vous faites chier à avoir une table avec des joueurs que vous connaissez et vous faites des persos, mais faites pas ça comme scénario d'intro. Voilà, moi je respecte pas mon plan, mais on s'en fout. Donc les Vorosions, c'est des putains de psychorigides. D'un autre côté, c'est aussi les seuls qui sont assez... ils sont probes, voilà. Eux, ils s'amusent pas forcément à complètement contourner les lois qu'ils mettent en place. Ça c'est des rigons, hein. Faire voter des lois pour réussir à les magouiller, pour qu'on puisse apprendre en cul, ça c'est un comportement des rigons. Le Vorosion, il va faire voter une loi, le but du jeu c'est de la suivre. Ils ont une certaine honnêteté à ce niveau-là, c'est un peu la nouvelle nation qui monte, qui y croit. Voilà, l'essor de l'Empire romain, un petit peu, si vous voyez. D'ailleurs, c'est de bons architectes. Les Alweg, donc, littéralement, c'est-à-dire les exclus. Bon, là, on est sur une communauté de gitans, hein, c'est-à-dire roulotte, tout le cliché des saltimbanques, hein, on est vraiment dedans. À savoir que c'est aussi un des peuples les plus tolérants, et c'est un peuple qui n'a pas de pays. Bon, honnêtement, moi en tant qu'MJ, j'ai un bon petit coup de cœur pour les Alweg, je les trouve sympas. Ça fait partie des rares peuples qui sont pas des enculés et qu'on sent pas qu'il y ait forcément d'immondes secrets d'enfoirés derrière. C'est un peu, c'est les gitans qu'on en pris plein la gueule, quoi. On continue, hein, là il nous en reste plus, comptant les Alweg, on en a plus que 3, puis c'est un peu la communauté des dans ta gueule. Après on a les Isnatons, je vous ai dit qu'on jouait des humains, ouais. Mais il y a très longtemps, il y avait ce qu'on appelait les chimères, ouais, des races non humaines. Alors là, on a tout, hein. Les nains, les elfes, et plein de trucs qui ont été oubliés, les hommes insectes, les gars sans yeux qui lisent un peu l'avenir, enfin vraiment des tas de choses. Et en fait, tout ça, c'est un peu copulé avec de l'humain, souvent. Et ce qui fait que dans les descendants d'humains, de temps en temps, il y en a un qui porte les traits de vieux ancêtres, qui étaient des créatures, même pas forcément magiques, hein, ce qu'on mettrait en Eric Fantasy, ouais, c'est ça, ce serait des créatures magiques mais tout simplement d'autres genres d'humanoïdes. Et les Isnatons sont quand même très humains, mais ils ont par exemple des cornes de bouc à la Formorée qui vont pousser, ou vont avoir des traces des ancêtres nains. Bon, ils sont plus petits, plus trapus, plus bourrins, ou avoir des trucs elfiques, genre oh je suis grand, je suis beau, je suis efféminé. Bon, petit détail, hein. Ouais, les elfes, il y a vraiment plein de petits trucs sympas sur leurs traits raciaux, enfin les Isnatons d'elfes. Et par exemple, ils ont des cheveux qui émettent des phéromones pour séduire autour d'eux. Hein, hein. Ils ont une peau dont ils vont avoir un certain contrôle de la chaleur et entre autres, leur peau est totalement... ils maîtrisent la coloration de leur peau. Tu feras jamais rougir un Isnaton elfe si lui-même volontairement veut pas rougir. Donc généralement, les Isnatons elfes féminins, c'est des métabonasses qui finissent comme pute à Paul. Pas Paul P-A-U-L, hein, Paul, voilà, un bon accent, comme putain Paul. Et oh, j'ai rougi. Non, 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 la petite elfe te manipule à mort. C'est pas des elfes. La petite Isnaton elfe te manipule à mort. Si elle rougit, c'est qu'elle le veut bien et qu'elle est en train de t'entuber profond. Ouais. On continue avec les petites dernières. Les Seekickers. Ah ouais, donc les Isnatons, ils sont. Voilà, ces petits Isnatons, t'as 99% de chance d'être un pauvre larbin d'esclave. Les Isnatons qui a une arme dieu, au moins lui, toi, il va remettre l'humain à sa place. Parce que déjà que les humains sont racistes entre eux, autant vous dire que les trucs qui semblent un peu bâtards avec des cornes ou des trucs elfiques ou machin, on leur défonce la gueule. Ni plus ni moins. Pas partout, mais quand même à beaucoup d'endroits. Et voilà, les Isnatons, faites du réduit, hein. Un Isnaton qui a une arme dieu, il remet un peu les gens en place. Et enfin, on finit sur les Seekickers. C'est des super femmes castratrices au sens littéral. En gros, c'est dans le sud en fait, il y a plusieurs communautés, entre autres les Batranobans, qui n'étaient pas très cool avec les femmes. Après, dans le mythe de la création de ces Seekickers, il y a une gonzesse qui arrive, qui fait sa révolution. On se barre dans un bout de forêt, et puis tout ce qui est trop masculin qui s'approche de nous, on lui nique sa gueule. Un grand coup d'épée dans la tronche, et voilà, on kidnappe les petits enfants, voire des fois on kidnappe par producteur qu'on zigouille après. C'est assez sympa. Après, ça peut être difficile à jouer au sens de comment intégrer dans un groupe de PJ une intégriste, parce que ouais, les Seekickers sont des intégristes, hein. On n'est pas sur l'égalité des sexes, hein. On est sur t'as des couilles, je te les coupe et je te les fais bouffer, littéralement.
un des petits points qu'ils ont réussi à introduire dans le background, c'est que les Seekers étant tellement parano d'une intrusion, quand une Seeker s'empare d'une arme dieu, on lui dit bah tu restes comme notre copine mais tu te casses de chez nous. Voilà. Parce qu'on n'est pas trop sûr de toi. Il faut que la meuf, elle aille foutre un peu le bordel ailleurs pour la cause Seeker, pour qu'elle puisse réintégrer le pays, parce que là, ses sœurs disent ah ouais ok on a bien vu que tu étais une vraie Seeker malgré que tu ton arme dieu et que ton arme dieu elle est plutôt cool et hop on t'accepte. Elles sont contentes d'accepter leur sœur avec des armes dieu, mais au début elles s'en méfient. L'intérêt pour les PJ effectivement c'est que tu joues le moment où ta Seeker ça se fait foutre dehors et tu peux profiter de voir un petit peu le monde pour être un peu moins... Voilà, c'est pas une critique du féminisme, hein, mais le féminisme dans le monde de Bloodlust est extrémiste, c'est pas de l'égalitaire. On va réduire les hommes en esclavage. Voilà. Donc là, vous avez vu les peuples. Là. Passons un petit peu à l'autre partie que vous allez jouer. Là, on a parlé beaucoup des humains. Parlons des dieux, les armes dieux. Alors, faut vraiment bien comprendre que quand on joue une arme dieu, on joue quelqu'un. Les armes dieux ont des personnalités extrêmement marquées, des passions extrêmement marquées, elles sont puissantes, et elles ont les moyens d'obtenir ce qu'elles veulent. Vos armes dieu, dans les parties, risquent d'être beaucoup... Enfin, c'est le fil rouge. Les humains meurent, les armes restent. Voilà. Et les origines des armes dieu. Secret. Voilà. Donc on a 2-3 petites hypothèses, on a 2-3 trucs. On a entre autres la mythologie du monde. Pour une fois, il y a à peu près tout le continent qui est d'accord pour croire au néant. Donc quand tu meurs, tu vas dans le néant. Donc tu as vachement intérêt que tu aies des gens qui ont envie que tu reviennes. Quand tu as beaucoup de gens qui ont envie que tu reviennes, ton arme, elle va se réincarner. Voilà, à mon avis, ce serait pas très étonnant que les armes dieux, ce soit des restes d'humains qui se baladent dans le néant, qui se réintègrent. Enfin, on n'en sait pas, on verra. Parlons un petit peu des factions de ces armes dieux. Parce que, ouais, forcément, les humains, ils se structurent en société. Les armes dieux aussi. Sauf qu'en plus, c'est des petits enculés. Alors, eux, ils vont pas le crier sur la... Ils vont pas en parler partout. Alors, c'est pareil, il y a quelques factions humaines, mais bon, on va pas les classer dans les factions. Enfin, il y a des trucs de posto. Enfin, il y a des organisations humaines. Mais bon, on est déjà à 30 minutes. Alors, si je vous fais toutes les organisations humaines, ça va vous faire chier. Parlons des factions. Il y en a déjà un paquet. Alors, on a l'éclipse de lune. À savoir, certaines armes dieux portent des bijoux qui sont intégrés en eux. Ils sont nés avec, ce qu'on appelle des éclats de lune. Et toutes les armes dieux qui ont des petits éclats de lune sont fait, ouais, nous on n'est pas comme les autres, alors on fait un groupement entre nous, entre éclats de lune. Petit raciste, qui aime pas forcément les autres armes dieux. Donc il y avait un truc, enfin voilà, je vais pas vous comparer avec Bloodlust l'origine, mais bon, les armes dieux de l'éclipse de lune à l'origine, c'est des télépathes entre eux. Ils ont un réseau, ils ont leur web à eux. Là on sait pas ce que ça va être, parce que secret, ouais là vous l'avez senti venir. L'ordre nouveau, alors disons-le tout simplement, c'est le Front National des Armes Dieux. Une bande de fachos qui génocide tous les isnatons qui vaillent, c'est voilà, des gros connards. Voilà. Donc si vous avez bien second degré un décalage, pourquoi pas jouer une arme dieu qui vient de l'ordre nouveau. Mais ouais, faut aimer jouer au second degré avec un gros décalage, parce que c'est pas des psychopathes, les psychopathes ils viennent après, c'est des gros fachos racistes qui sont pour le génocide, voilà. Pour eux l'objectif c'est le génocide. La loi du sang, ils ont un petit nom qui fait peur, mais en fait non, ils sont pas très méchants, c'est les duellistes, c'est les bourrins. Gladiateurs avec armes dieu, c'est les armes dieux qui aiment le sport, d'aller, on va se friter la gueule entre nous pour voir c'est qui le plus fort. Bon, c'est fun pour les armes dieux parce qu'elles meurent pas. C'est beaucoup moins fun pour leurs porteurs parce que les duels sont généralement à mort. Donc bon, ça reste bon enfant du côté des armes dieux. Du côté des humains, c'est la compétition à mort. Les porteurs qui volontairement sont dans le délire de la loi du sang sont des bourrins un peu talés du bulbe. Mais il y a pire, on va arriver enfin au vrai psychopathe. La mort Carmin, elle porte bien son nom. Voilà, pour y rentrer, faut être un taré. Voilà. On a vu par exemple l'ordre nouveau, eux c'est les génocides des isnatons. La mort Carmin, mais c'est les génocides de tout et de tout le monde. C'est des tarés. Voilà, si vous voulez avoir les grands méchants au niveau des armes dieux, alors eux ils sont bons. Eux c'est des gros talés qui veulent juste... en gros, le sport entre eux, c'est à qui déclenchera la plus grosse catastrophe. Voilà. À qui fera le plus beau score en terrorisme.
C'est mort carmin égale gros psychopathe allumé. Hein. Psychosociaux, tout ce que tu veux. C'est les chitarbés du jeu. Le mois du bonheur, bah, ça c'est carrément l'inverse. Hein. C'est les pacifistes. On ne sait pas ce qu'ils vont me sortir comme secret, autant vous dire que forcément dans le Bloodlust d'origine, pacifiste mon cul, ouais, le mois du bonheur c'était des sacrés enculés qui te la faisaient bien à l'envers. Là on n'en sait encore rien. En tout cas, pour intégrer le mois du bonheur, faut renoncer à la violence. Ni plus ni moins. On a les miroirs du passé, pareil, une faction très politisée. On a vu les anti-snatons, leurs nouveaux, hein, qui génocident tous les isnatons. On a la même de l'autre côté, hein, les pro-isnatons, qui veulent pas... Bon, il y en a qui veulent génocider tous les humains. Il y a pareil, hein, des sous-courants, des engueulades politiques entre elles. C'est un jeu excessivement politisé, même si ça se voit pas du tout au premier abord. Hein. C'est vraiment... en plus, quand vous commencez à jouer, vous jouez des jeunes porteurs avec des jeunes armes, donc tout vous passe au-dessus du crâne et tout le monde vous prend pour des teubés. Voilà. L'intérêt, c'est que bah, vous connaissez pas le background, puis vous le découvrez. Donc c'est assez intéressant. Donc, pour en finir sur le miroir du passé, des pro-isnatons, donc eux, ils sont tout simplement pour la préservation des isnatons, voir leur filer un pays, voir botter le cul aux humains, hein, parce que les humains, ils sont pas gentils. On continue, on a fait la moitié. Hein. Les plaisirs infinis, art, sexe, drogue, plaisir, défonce. Des armes-dieux qui se sont dit, tiens, maintenant que j'existe, plutôt que me faire chier avec toutes ces conneries politiques, moi ce que j'aimerais en fait, c'est prendre mon kiff. Ah, puis j'aime bien avoir un porteur qui est sympa, qui est fun et qui aime bien prendre son kiff. C'est pas forcément des non-violents, hein, faut pas les prendre pour des bisounours, les mois du bonheur, mais ils font pas chier le monde, que généralement ils aiment bien leur petit délire dans leur coin, ils aiment bien expérimenter des drogues et des nouvelles positions. Voilà. Plutôt sympatoche, hein, comme ça. Alors après, hein, secret du monde ou pas secret du monde. Mais les plaisirs infinis sont, c'est mon point de vue, hein, mais sont plutôt sympas, quoi. On a les adeptes du muffin, les autres gros drogués. Alors c'est pareil, les adeptes du muffin, c'est en fait toutes les armes-dieux qui sont passionnés par l'épice. Autant l'épice en termes d'armes politiques, l'épice en termes de tiens, je me drogue bien à donf la gueule, et l'épice en termes de recherche. Certaines armes-dieux sont tout sauf des bourrins et sont passionnés tout simplement par la création de nouvelles épices. On a les compagnons de l'équerre. Alors eux, ils ont directement à voir avec l'évorosion. Vous savez, là, les loyales neutres un peu psychorigides qu'on crée un nouvel empire en faisant un coup d'état dans l'ancien empire. En fait, eux-mêmes, ils ont un soutien d'une faction d'armes. Et c'est ceux qu'on appelle les compagnons de l'équerre. L'équerre, clac, hein, c'est exactement ça. Donc, les Vorosions sont un peu les psychorigides, la loi, les compagnons de l'équerre, ils sont dans la loi. Voilà. C'est au passage, hein, on sait que c'est pas vrai parce que l'empereur de Pôle, en fait, en douce, il a une arme-dieu quand il devrait pas, mais bon. C'est la faction qui est la plus proche d'une peuplade humaine et d'un pays humain. C'est à peu près les seuls qui ont réussi à faire la paix, et par exemple, à un tel point qu'une arme-dieu peut être considérée comme citoyen, au même statut qu'un humain. Et si une arme-dieu veut pouvoir bien ramener sa gueule dans Vorosion, il doit automatiquement accéder à la citoyenneté. Et il sera soumis aux lois, mais stricto sensus, au même niveau que les humains. L'important, c'est d'être un citoyen. C'est même plus être un humain ou être une arme-dieu. Même si effectivement il y a des tas de... il y en a un qui est immortel, il y a l'autre qui va être zigouillé au bout de 30 ans. Bon. Mais quand même, hein, ça peut avoir des côtés assez sympas aussi, hein. Il y a des choses assez nouvelles qui se passent là-bas. Les joyaux de pôle, on va plus les appeler les joyaux de pôle. Alors eux en gros c'est... on habite à Pôle et on t'emmerde. On aime bien l'ancien empire. On kiffe les arts. Ah, ils aiment bien les arts. Ils aiment bien le sexe aussi, mais avant tout les arts. Est-ce que ça cache quelque chose? Et surtout, ils politico-magouillent à tout bout de champ. Voilà, les joyaux de Pôle se font souvent passer pour « Oh, nous on aime bien les arts, on est des artistes », ce sont des putains de politiciens magouilleurs. Voilà, ni plus ni moins. Bientôt fini. La route sans fin, ils sont gentils, hein, c'est les voyageurs. Voilà, on est des voyageurs, on partage les infos. La route sans fin, c'est le guide du routard. Ni plus ni moins. Les vagabonds des flots, c'est à peu près la même version, mais nous on aime bien prendre le bateau. Ils sont très peu nombreux parce que les armes ont une phobie de l'eau. Tu t'imagines, t'as un dieu, tu tombes au fond de l'eau, t'as besoin d'un humain en fait pour pouvoir faire quelque chose, sinon tu restes une épée à la con qui bouge pas. Au fond de l'eau, t'es pas prêt de trouver un humain comme porteur.
Donc c'est pire que la mort, c'est la stase ad vitam où t'es condamné à devenir fou. Donc les armes dieu super flip de l'eau. Après, bah, il y a quand même, comme partout, hein, une petite minorité qui sont fascinés par ce qui fait peur aux autres et qui n'ont pas peur de se mettre sur un bateau. Voilà, les vagabonds des flots. Et enfin, la dernière faction, faction a priori sans arme dieu, mais qui mérite d'être placée dans les factions tellement, voilà, c'est du secret accessible aux joueurs. Hein, donc, quel est le vrai secret derrière le secret? À savoir, bah, c'est des humains qui en ont un peu marre que les armes dieu foutent la merde partout depuis aussi longtemps qu'eux, ils ont de l'histoire, et qui ont décidé de niquer les armes dieu. Et alors, ok, ils n'ont pas de puissance, mais ils ont bien remarqué que justement, quand une arme dieu a plus de porteur, c'est un morceau de métal qui peut rien faire. En elle-même, une arme dieu, si elle n'est pas portée par un humain, elle sombre dans l'inconscience. Elle ne peut pas manifester ses pouvoirs. Donc du coup, le but du jeu, bah, c'est de réussir à tuer le porteur, de choper une arme dieu avec une perche, puis d'aller te balancer tout ça au fond de l'océan. Ma... Voilà, et ça c'est l'aube de demain. Si on se place du point de vue des humains, franchement, c'est quasiment les gentils. Hein. Après, vous jouez le couple porteur-arme dieu, donc bon, non, pas pour vous. Ouais, voilà, moi je serais un humain dans ce monde-là, aube de demain, il y aurait des chances. Parce que ouais, faut bien le dire, beaucoup d'armes dieu sont des fiefés connards. Ouais. Sachant que beaucoup des porteurs qui s'emparent des armes dieu pètent aussi les plombs au niveau de l'ego. Hein. La quatrième de couve du jeu te le dit bien. Moi, si j'étais tout puissant, je serais un vrai fils de pute. Bah, c'est généralement ce que font les porteurs. Pas tous les porteurs, j'espère pour vous, pas vos MJ. Pour vous, MJ, pas. Ouais, enfin, j'espère que vos joueurs ne sont pas des psychopathes comme ça. Mais bon, il y en a quand même beaucoup dans le monde. Ensuite, deux tout petits points. Hein. Les monstres existent, à savoir qu'il y a de l'énergie magique qui baigne le continent, en fait, ce qui permet à vos armes de balancer des pouvoirs. Elles ne sont pas en elles-mêmes magiques, elles manipulent la magie ambiante. Et, bah, les monstres, en fait, c'est des bestioles normales. Ça peut arriver chez les humains, chez les rats, chez tout ce que tu veux de vivant. Les épices, c'est ni plus ni moins que des monstres de plantes qui ont été conservés et qu'on arrive à reproduire malgré tout. Parce que c'est une des lois des monstres animales, on compte l'humain dedans, ça devient strictement stérile. Voilà. Un monstre ne se reproduit jamais. Chaque monstre du jeu est unique. Et à partir de là, vous avez tout ce que vous voulez. Ouais, une vache qui accouche dans un champ de magie pas cool, bah, elle va avoir son bébé qui va être influencé par la magie. Au lieu de devenir une gentille vache, son bébé ça peut devenir une vache qui crache du feu, qui a des ailes et qui bouffe de l'humain. Bon, je caricature à fond, mais c'est un peu ça. Par exemple, j'ai vu plein de critiques, bah, tout simplement pour pas répéter ce que tout le monde dit. Hein. Et ça m'a fait rire, personne relève. Ils ont mis un petit monstre très marrant là-dedans qui est Pikachu. Pikachu version Bloodlust, bah, c'est un Pikachu cannibale qui crame des mecs dans les égouts. Bah, il habite dans un petit coin. Et son trip, c'est de cramer les égoutiers pour les bouffer, Pikachu. Donc, un petit peu comme dans le manga, mais en version plus Bloodlust. Quoi. Il est un peu plus gros, il est très carnivore, et il crame les humains. Oui, ça m'a bien fait marrer, quoi. Pikachu version Bloodlust. Et bah, vous pouvez délirer là-dessus. Hein. Moi, j'ai déliré Holon version Bloodlust. Alors, Holon, Dragon Ball, le petit cochon qui se transforme, blabla. Enfin, faites ce que vous voulez, quoi. Il y a ce petit délire que chaque monstre est unique. Vous en croisez pas à tous les coins de rue, parce que les conditions de possibilité de création du monstre, bah, elles sont rares. Mais tous les monstres qui sont créés sont uniques et bah, ils doivent avoir leur histoire, ils doivent avoir leur fun. Voilà. C'est pas, on n'est pas dans un jeu où oh tiens on va se battre de la nature et il y a trois monstres et je me fais de l'XP. Hein. Non, si vous voulez trouver des monstres, va falloir courir après. Hein. Et rien que trouver un monstre, c'est un scénario. Et enfin, petit point, les morts vivants à Bloodlust existent. Et ça fait pas. Bon, il y a des trucs secrets forcément derrière qu'on sait pas. Mais au moins, hein, le MJ a toutes les règles sur les morts vivants. En tout cas, les morts vivants jouables. Et bah, c'est pas dit, genre, vos joueurs ils peuvent le jouer. Mais alors, sincèrement, il n'y a rien qui vous en empêche. Les morts vivants peuvent être porteurs. Ça ne dérange pas forcément les armes, même si c'est un peu bizarroïde. Les morts vivants, tout comme les armes, ne se souviennent pas de leur origine. Donc, il n'y a pas grand chose qui vous en empêche. Voilà. Perso, j'ai bien kiffé. Il y a un des PNJ de Bloodlust 1 qui risque d'être repris à cause d'une campagne qui ressort. Enfin bon,
faire la version courte. Mais ouais, il y a des PNJ porteurs morts-vivants. C'est assez sympa. Et ouais, mon dernier petit blabla, un scénario d'intro, comme je vous disais tout à l'heure, qui est pas terrible, qui cache pas trois pattes à un canard, qui est vraiment fait pour, voilà, si t'as pas envie de perdre plein d'heures à préparer un truc super bien adapté à tes joueurs, que t'es en conf, ben tu fais ça. Hein. Alors, au début on est esclave, oh on aide une porteuse Arme-Dieu à se libérer, hop à la fin, vu qu'on a été gentil, la porteuse nous refile de ses copines armes à elle qui avaient besoin de porteurs. Vu que oui, on devient tous porteurs. Vu qu'au début on vient de tas bah, de régions différentes, enfin ouais, c'est un gros convoi d'esclaves où il y a des tas de trucs mélangés, bah ça peut vous permettre de créer un groupe en 2 temps 3 mouvements. Oh, une Seekers plus un Alouek plus un Misnaton, tout ça c'est esclave au même coin, vos joueurs s'enfuient ensemble, ah du coup ils deviennent potes, et puis hop, du coup ça devient un groupe. Alors, en fait, c'est quand même une bonne. Honnêtement, c'est une bonne manière de vous créer un groupe qui ait un minimum de cohérence malgré un côté très hétéroclite. Donc c'est pas forcément le scénario est pas mauvais en soi, si on veut être honnête de loin. Après, il est relativement simple, c'est du scénario d'initiation, hein. Hop, on va vous faire un peu découvrir le monde. Voilà, et ben ce sera tout pour Bloodlust, parce que là on s'est quand même bouffé 45 minutes et quelques. Donc ciao les petits loups, jouez bien, lancez bien les lancez bien les D20 et agitez les tentacules. Ouais, c'est pour Cthulhu là, pour tous les non-rollistes. Hein. Et puis bah voilà, bisous à vous, ciao les gens.